Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Europe Intermortal publié par Compass Games en 2018. Dans ce vidéo, nous allons introduire le jeu proprement et parler de ses similitudes avec 1989, son cousin pour pas dire son frère jumeau. Et je tiens à m'excuser, j'ai encore une grippe puis je suis pogné d'une quinte de tout à peu près à toutes les 2 minutes. Je suis tanné en sacrament, merci beaucoup. Autrement, je vais très bien, je fais pas de fièvre, c'est pour ça que je continue le travail pour vous, chers disciples. Je vais muter mon micro, pas que ce soit trop désagréable. Mais bref, faites pas le saut. OK. Voici un autre card-driven game à deux dans la lignée de Twilight Struggle de 1989 puis même de 1848 pour ceux qui suivent la chaîne assidûment. On est là, vous regardez le visuel puis vous dites, ben oui, est-ce pas besoin de nous en dire plus, Marco? Puis dans cette playlist-là, je vais effectivement aller à l'essentiel. Qu'est-ce qui démarque ce jeu-là des autres jeux semblables? Mais je vous le dis tout de suite, si vous tripez Twilight Struggle 1989, si vous avez bavé quand vous avez vu la playlist de 1848, dépêchez-vous de vous procurer celle-là parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose de très, très, très similaire. D'ailleurs, Compass Games, l'éditeur, what the fuck? Puis je vais poser la question un jour, puis j'aurai la réponse. Il y a peut-être juste moi que ça intéresse finalement, mais pourquoi? Le jeu a-t-il été présenté à GMT? Est-ce que GMT a refusé ce jeu-là, considérant peut-être qu'avec Twilight Struggle puis 1989, il y avait assez de jeux de ce type-là dans leur catalogue? Si oui, ça a probablement été une erreur parce que ça a été un des jeux les plus populaires de Compass Games, qui habituellement publie plus des wargames un peu pesantes. Puis là, arrive avec un jeu beaucoup plus accessible, justement, qui peut flatter. Il y a probablement bien du monde qui ont joué à Twilight Struggle parce qu'il a été longtemps numéro un sur Board Game Geek, qui sont même pas au courant de l'existence de ce jeu-là, mais que s'ils le voyaient, ben, ils trouveraient ça probablement aussi intéressant. On s'entend que c'est très stratégique, c'est à l'échelle de l'Europe, c'est pas un conflit obscur. C'est les années avant la Première Guerre mondiale, début 1900 jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, c'est une des nuances dans le jeu, met un terme au jeu. Fait que ça peut se finir avec plus 20 VP, moins 20 VP. Ça peut se finir à la fin du 10e tour, comme on est habitué. Mais ça peut aussi se finir parce que la tension est rendue trop forte, puis que la Première Guerre mondiale se déclare en Europe, là. Fait que ça, on va y revenir, mais dans la playlist, évidemment, dans cette vidéo-là spécifiquement, je vais parler des similitudes avec 1989, qui est l'inspiration de l'auteur de son propre aveu. Et puis après ça, dans deux, trois autres vidéos, peut-être on va voir là, les choses uniques qui font que ce jeu-là se démarque quand même du lot. Fait que comme je disais, l'auteur s'en cache pas. Dans les designer notes, il commence en disant qu'il venait de finir une game de 1989 avec Madame. Puis elle a dit, coudonc, ce serait le fun d'avoir plus de jeux comme ça. Puis il a dit, bon, ben, je vais en créer un. T'sais, c'est aussi banal que ça. Je pense que c'était son premier design. Puis, et soit dit en passant, en tout cas, avoir une conjointe qui joue à 1989, là, il a beaucoup de chance. Fait que, anyway, on dirait que c'est le rêve de tout wargamer, là, d'avoir un conjointe qui s'intéresse à cette même passion-là. Parce que Chris, quand votre tendre moitié peut partager cette passion-là, là, c'est que ça doit être le fun quasiment à tous les soirs de mettre un jeu de même ça à table. Mais bon, toujours est-il que c'est ça, il l'a designé. Depuis ce temps-là, il a designé aussi Barbarians at the Gates, toujours chez Compass Games, que je n'ai pas aimé, mais que je vais peut-être couvrir quand même un jour sur la chaîne. Et il a fini aussi de designer Europe Intermortal Volume 2, The Interbellum Years, l'entre-deux-guerres, si on veut, qui va se passer entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, que j'ai playtesté, puis qui va être un autre card-driven game à deux dans les mêmes mécaniques, là. Fait que le jeu oppose, un joueur joue le libéral et l'autre joueur joue l'authoritarien, donc l'autoritaire peut-être qu'on peut appeler, là. Euh, donc c'est plus contrairement à Twilight Struggle où c'est vraiment les États-Unis contre Soviétiques, là on est plus dans une confrontation d'idéologie, si on veut. L'idéologie libérale, l'idéologie autoritaire, le statu quo versus l'émancipation des esprits. Bon, le deck est séparé en trois, là, Chris, ça c'est vraiment pareil, l'ère victorienne. Fait que ça, c'est Early War, Mid War, puis Late War.
Il a appelé ça l'ère victorienne, l'ère édouardienne, l'ère georgienne, les timings où on rajoute là, des nouvelles cartes à l'intérieur du deck. Il y a 5 pays/régions qui peuvent scorer. Fait qu'on a la France ici en bleu, on a l'Allemagne en gris foncé, on a l'Autriche en gris pâle, on a en brun, là, si on veut, les Balkans, puis en vert, on a la Russie. Fait seulement 5 régions qui peuvent scorer. Présence, domination, contrôle, ça a la même hostie d'affaires, des battlegrounds identifiés avec une bannière un peu différente, là, comme on voit avec Paris, puis les écrivains français, puis ça c'est un non battleground. Les spaces ont des types comme dans 1989 qui sont détaillés ici. Certains événements peuvent faire référence à ces types-là. La petite twist qui a été ajoutée au niveau du scoring, là, parce qu'autrement, là, les spaces aussi ont un niveau de stabilité. Bon, on les contrôle quand on prend notre influence moins l'influence de l'autre, puis on a au moins la stabilité si c'est pas plus. Là, on contrôle. La twist qui a été ajoutée, c'est qu'il y a des spaces, essentiellement des pays, dans la majorité des cas, qui sont considérés indépendants, qui ne font pas partie d'aucune région, mais qui, par contre, comme c'est écrit dans le bas de chaque boîte de scoring, vont donner un VP aux joueurs qui les contrôlent quand la région adjacente va scorer. Fait que le joueur qui contrôle Espagne-Portugal, au moment où la France score, ça vaut un point de victoire de plus pour ce joueur-là. Puis là, déjà, les stratèges parmi vous sont capables de voir, au colis, ça veut dire que l'Italie est adjacente à la fois à la France, à l'Autriche, Hongrie, puis aux Balkans. Exactement. Fait que si quelqu'un qui contrôle l'Italie va scorer un VP quand la France score, l'Autriche, Hongrie score, puis les Balkans score, ce qui est quand même intéressant. Fait que belle petite mécanique, ça, de space indépendante. Autrement, bon, c'est calqué, oui, sur 1989, mais il y a une grosse mécanique qui est absente, celle des Power Struggle. Alors, il n'y a pas de minigame de Power Struggle à partir d'un nouveau deck, puis là, j'essaye de matcher tes cartes, puis là, après ça, on brasse le dé, dépendamment comment que ça s'est fini, puis tout ça. Mais en même temps, le scoring n'est pas instantané comme dans Twilight Struggle. C'est là où Chris, le designer, est arrivé avec une mécanique vraiment unique qu'on va couvrir probablement dans le prochain vidéo, sur laquelle je ne trippe pas personnellement, mais bon, on peut pas le blâmer d'avoir, à un moment donné, t'essayes de ne pas faire complètement un clone des autres jeux, mais d'amener ta propre touche personnelle. Puis c'est ce que Chris a fait. Puis bon, on va voir que quand arrive le scoring, il y a une petite twist spéciale, mais ça, c'est une différence suffisante pour que je le couvre à part. OK, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Les cartes ont des ups qui varient, je pense, de 1 à 4. Fait que voici une carte libérale avec l'étoile bleue. Voici une carte neutre avec l'espèce de cercle avec les deux couleurs. Puis on finit. Oh, Chris, une carte. Ah, il y a une carte. Il y a des cartes de 5, qu'est-ce. Puis voici une carte. Il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Voici une carte autoritaire d'une valeur de 3 avec l'espèce de couronne qui est ici. Puis là, vous avez la fameuse gestion de main. Les événements de l'adversaire vont triguer, à moins que vous vous en débarrassiez. Et comment s'en débarrasser dans ce jeu-là? On s'en débarrasse sur la course navale plutôt que la course à l'espace. Il faut rester de notre époque quand même. Fait que chaque joueur a un marqueur sur cette piste-là de la course navale qui ressemble plus au Tiananmen Square qu'à la Space Race de Twilight Struggle, dans ce sens où vous avez un chiffre cible à pogner. Vous prenez la valeur de la carte que vous avez défaussée plus un dé. Puis si vous avez le chiffre qui est là, vous avancez votre marqueur puis vous profitez des cadeaux qui sont là jusqu'à temps que votre adversaire vous rattrape. Comme dans 1989, si vous avez le luxe de défausser une de vos propres cartes sur cette track-là, ça vous donne plus un au jet. Puis si vous avez déjà échoué pour vous rendre à une case, vous allez avoir plus un au jet. Vous flippez votre marqueur de bord pour vous rappeler de ça. Mais si j'essaye d'avancer ici, puis que j'échoue, je flippe mon marqueur, puis la prochaine fois, je vais avoir plus un. Fait que, tôt ou tard, vous finissez par vous faire pousser en avant. La track peut-être se distingue. Bon, dans Tiananmen Square, dans 1989, la courbe n'était pas la même pour le démocrate puis pour le communiste. Là-dedans, c'est linéaire, c'est la même chose pour les deux camps. Mais ça se démarque peut-être par la longueur de la fucking track. Elle est longue en calice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a 10 tours puis 13 cases. Comment est-ce possible? Il y a des événements qui vous font avancer.
Sinon, vous avez droit juste à une tentative, pareil comme le Space Race puis le Tiananmen Square. Il y a des événements qui vous font avancer. Ceci dit, on s'entend qu'à la fin, 9 puis 10, commence à être tough en calice, là. Même si vous défaussez vos propres événements, même si vous avez déjà failé, ça commence à être assez difficile. Mais les cadeaux rendus là sont très, très, très intéressants. L'autre particularité, c'est écrit ici, tant que les deux marqueurs sont ici, toutes les tentatives de l'autoritaire échouent automatiquement. Alors, autrement dit, ça doit être le libéral représenté par la Navy britannique qui doit avancer en premier. Une fois que le naval britannique a donné le signal, puis a avancé, là, à ce moment-là, le marqueur de la navale, la, la- la- la marine allemande peut le dépasser. Mais au début, là, si le libéral veut faire chier puis veut rester là, ben, il peut rester là. Ça n'empêche pas l'autoritaire de défausser des cartes pour s'en débarrasser. Mais comme ça dit, ses tentatives vont chier automatiquement. Il ne pourra pas avancer. Il ne peut pas se rendre sur cette case-là tant que le British Navy n'est pas rendu sur cette case-là. Mais une fois que c'est commencé, là c'est vraiment la course, puis les deux camps peuvent se dépasser allègrement. Trois dernières petites affaires. D'abord, il y a des spaces un peu, pas dire abstraites, là, mais des spaces qui sont l'équivalent des superpowers dans TS. Dans TS, tu as les États-Unis qui sont adjacents à une coupe de place, puis tu as l'URSS qui est adjacent à une coupe de place. On retrouve ça ici. La Grande-Bretagne qui compte comme étant contrôlée par le libéral, puis qui est adjacent à ces trois places-là. On a l'Égypte aussi, contrôlée par le libéral, adjacent à ces deux places-là. Puis on a l'Empire ottoman qui est ici puis qui est adjacent à ces deux places-là. Fait que ça compte pas dans le scoring rien, mais ça compte. Fait que si l'autoritaire veut venir placer de l'influence à Constantinople, il peut, parce qu'il s'est adjacent à l'Empire ottoman qui est considéré contrôlé par lui. L'autre petit twist, puis là on revient quasiment du côté de TS, euh, lors du scoring de l'Allemagne, si jamais l'Allemagne est contrôlée par le libéral gagne. C'était un peu la même affaire avec l'Europe pour les deux camps dans Twilight Struggle. Mais bon, pour le libéral spécifiquement, puis j'attire votre attention sur cette space-ci qui a 5 de stabilité, puis qui commence avec 5 pour l'autoritaire. Fait qu'il n'y a pas, à part en Bavaria, là, il n'y a même pas d'influence libérale au début de la game. Fait que disons que c'est rare qu'on voit ça en hostie, mais c'est là. Puis la dernière twist, et non la moindre, parce que moi je l'aime beaucoup, le jeu vient avec des support checks, comme dans 1989, tu joues une carte, tu peux faire deux support checks. Puis j'ai toujours eu un love-hate relationship avec cette mécanique-là. Je trouve que ça peut rendre le jeu extrêmement swingy. Avec des bons jets de dés, ça peut carrément changer le portrait d'une région. Et Chris est peut-être comme moi, peut-être bad lucker au dé aussi. Puis il a amené une petite twist par rapport à ça, deux twists que j'adore. D'abord, quand vous jouez une carte pour faire des support checks, les support checks doivent être dans deux spaces différentes. Vous ne pouvez pas vous acharner sur la même space avec la même carte. Fait que ça, déjà là, c'est bon parce que ça ajoute une twist intéressante. Vous roulez un 1 en calice. En 1989, on dit ah ouais, si je réessaye tout de suite avec mon deuxième jet. Là, vous ne pouvez pas. Vous devez aller ailleurs avec votre deuxième jet. Mais la meilleure twist, selon moi, on va supposer de quoi de classique, là. Fait que, tu sais, je suis le libéral, puis je viens de prendre contrôle innocemment, là, de la sécession de Vienne. Une belle space avec un de stabilité. Normalement, faites ça dans 1989, vous êtes mort. Si la carte d'après, votre adversaire dit bon, ben, je fais un support check si c'est pas deux dans cette petite space-là, puis je vais tellement te kicker out de là que ça va devenir impossible pour toi de me rattraper. Puis c'est normal, même s'il joue une carte de 2 puis qu'il roule 4 sur son dé, qui est relativement modeste, 2 plus 4, ça fait 6. 6 moins le double de stabilité, ça fait 2. Fait que ça fait 4 au total. Fait que 1, je te kick out. Puis après ça, je viens colisser 3 de mon influence ici. Ça, c'est comment que ça marche dans 1989. Puis là, ça devient très peu motivant pour le joueur libéral de se rattaquer à ça parce que là, la côte est un peu plus dure à monter. Fait qu'autrement dit, le premier joueur qui vient crisser de l'influence là est comme pénalisé parce que l'autre après va le ramasser. Ce que notre ami Chris Van Beurden a fait, c'est qu'il dit OK, tu as le droit de faire ça. Fait que le libéral contrôle ça. Là, on va mettre ça à l'extrême. L'autoritaire joue une carte de 4 puis il roule 6 sur son calice de dés. 10 au total. 10 moins le double de stabilité, 2, ça fait 8. Normalement, il enlèverait ça puis il mettrait 7 d'influence de son bord. Mais Chris a mis comme règle, quand vous faites un support check, vous ne pouvez jamais rajouter plus d'influence qu'il ne vous en faut
pour prendre le contrôle de la space. Alors au mieux, là, suite à un support check pour l'autoritaire, la meilleure situation que lui peut s'attendre, c'est ça ici. Et c'est très intéressant parce que justement, ça évite de blacklister, si on veut, des spaces, ça évite d'avoir des spaces à basse stabilité avec une grosse valeur. On vit ça même dans Twilight Struggle avec les pays d'Afrique comme l'Angola puis le Zaïre, où le premier qui ose mettre de l'influence là, quand l'autre arrive puis fait un coup, là, tiens mon tabarnak, esti, puis là il arrive avec 6-7 d'influence, puis encore là on dirait que c'est plus faisable de rien faire dans cette crise de pays-là jusqu'à la fin de la game. Fait que j'adore ça. Il y a beaucoup de space encore de stabilité 1 puis de stabilité 2 qui sont souvent victimes de support check, mais ce ne sera jamais un shift à ce point que l'autre joueur va être découragé de contre-attaquer. Puis au contraire, ça donne lieu à des petites chicanes de tempo comme ça qui sont quand même très très intéressantes. Fait que ça promet, j'ai mes réserves par rapport à certaines mécaniques, là, mais autrement, j'adore ce jeu-là. Et je répète que si vous êtes en amour avec Twilight Struggle puis 1989, il n'y a aucune hostie de raison de ne pas regarder du côté de Europe in Turmoil, parce que comme je dis, là, c'est more of the same, puis dans ce cas-là, c'est pas un reproche, là, au contraire, c'est très bien. Fait que manquez pas le reste de cette petite playlist. À plus.